Cédric Decoeur. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. L'arrivée provisoire pour l'instant du Quintet Plus à Vincennes, 14, 12, 15, 6 et 8. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, la dernière impératrice de Russie, Alexandra Fedorovna. On ne peut pas régner innocemment. Saint-Just. Ans d'histoire. Quand elle s'est mariée avec Nicolas II le 24 avril 1894, pour le meilleur et pour le pire, Alexandra Fedorovna n'imaginait pas encore qu'elle ne connaîtrait que le pire. Depuis son arrivée à Saint-Pétersbourg jusqu'à son exécution en Sibérie pendant la Révolution de 1917, sa vie n'a été qu'une succession d'épreuves. Le destin de celle qui fut la dernière impératrice de Russie ressemble un peu à celui de Marie-Antoinette. Étrangère comme elle dans le pays dont elle était devenue la souveraine, cette princesse protestante d'origine allemande avait tout fait pourtant pour se faire aimer de ses sujets. Pour eux, elle avait quitté définitivement son pays et renoncé à son nom et à sa religion. Mais l'hostilité de sa belle famille et de la cour, sa confiance aveugle en Raspoutine, l'influence désastreuse qu'elle exerçait sur son mari au moment où le régime impérial était plus fragile que jamais, ont fait d'Alexandra Fedorovna une des femmes les plus impopulaires de l'histoire de la Russie. Tsatsarine conduit le gouvernement à la ruine. Enfin, Nicolas, Brûlons la salope de Gaulle. À mort la bombe. Les soldats. Et puisqu'il faut admettre que notre impératrice bien-aimée, Alexandra Fedorovna, s'est laissée abuser par ce traître illuminé qui a son influence, n'avons-nous pas, nous, en tant que Russes, le devoir et l'obligation d'implorer notre souverain afin qu'il écarte définitivement la tsarine du pouvoir avant qu'elle ne conduise à leur perte l'empereur, sa dynastie et la Russie des Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre dernier livre, le roman de la Russie insolite, vous consacrez tout un chapitre à celle qui fut en fait la dernière impératrice de C'est le Russie. symbole de la Russie insolite, presque. Voilà. Insolite comme elle l'était elle, Alexandra Fedorovna, donc épouse de Nicolas II, et qui était, on vient de l'entendre dans cet extrait de film, extrêmement impopulaire, aussi bien d'ailleurs à la cour que dans le peuple russe, et impopulaire avant tout parce qu'elle était étrangère, elle était allemande. Oui, le mot populaire, c'est le mot qu'il faut utiliser pour le décrire. Il y a une autre égérie bien présente dans la Russie insolite, Raïssa Gorbatchev, oui, qui était aussi impopulaire qu'elle. Dans la Russie insolite, je réhabilite en réalité cette dernière tsarine, mais c'est vrai que son destin était un destin à part. Mais c'est un exemple de l'intégration totale dans l'ambiance russe. Alors, cela dit, elle était étrangère parce qu'elle était allemande avant de s'appeler Alexandra et d'épouser donc Nicolas II, le dernier empereur de la dynastie des Romanov. Elle s'appelait Alix ou Alice de Hesse-Darmstadt. Elle était allemande, donc. Elle venait de là-bas. Et alors, c'est un petit duché, un grand duché, pardon, en Allemagne, actuellement un land allemand. Elle était d'une très grande famille. Je crois qu'elle était la petite fille de la reine Victoria d'Angleterre. Bien sûr. Elle était la petite fille de la reine d'Angleterre, mais quand même, c'est pas un grand mariage qui se profilait à l'horizon. Elle vient presque par hasard, comme ça, vous savez, il y a les festivités, un autre mariage princier, et puis il y a un coup de foudre. Un coup de foudre tout à fait inhabituel pour l'époque. C'est pour ça que je dis, il faut rétablir la vérité. On dit que elle était impopulaire, que toute sa vie était un échec, mais sa vie était une réussite personnelle totale. Elle a imposé l'amour dans ce milieu très figé des cours impériaux à l'époque.
Et il faut dire que l'amour a triomphé, puisque beaucoup de gens ont été réticents face à la perspective de ce mariage avec le futur tsar de la Russie. Et l'amour a triomphé avec le soutien de la reine Victoria, il faut le dire. Amour partagé, parce que Nicolas II aussi adorait sa femme, alors qu'il avait eu quelques maîtresses avant de se marier en 1894. Ça arrive aux autres. Et ils se sont aimés jusqu'au bout, Nicolas et Alexandra. Et elle aimait aussi, à travers lui, elle a essayé en tout cas de s'intégrer à son nouveau pays, à la Russie, dont je ne sais pas si elle parlait la langue en arrivant, mais elle est devenue orthodoxe. C'était pas évident, c'était une protestante attachée à sa religion, elle devient orthodoxe, elle russifie son nom, Alice de Hesse-Darmstadt devient donc Alexandra Fedorovna, impératrice de Russie. Elle fait tout, elle est en quête de Russie. D'ailleurs, c'est le sous-titre du chapitre que vous lui consacrez. Oui, la quête de la Russie, et ça c'est aussi un personnage à part. Elle adopte toute l'histoire d'un coup. Vous savez, l'histoire longue de la Russie, c'est le Follen-Christ, c'est les personnages souvent très particuliers, les vieux sages qui peuvent devenir les empereurs peuvent devenir les ermites. Elle comprend que la civilisation russe, c'est un mélange des vieilles croyances, de chamanisme et de l'orthodoxie, et elle adopte tout ça. Et là aussi, c'est une réussite, parce que c'est une clé pour comprendre la Russie, d'ailleurs d'hier comme d'aujourd'hui. Et alors, sur ce plan-là, elle est assez étonnante, parce que beaucoup de gens ont été figés dans les préalables. Elle entre dans la Russie, et comme Raïssa, elle joue un rôle tout à fait majeur sur le plan politique. Alors leur mariage, son entrée en Russie, son mariage, ça commence quand même sous de mauvais augures. D'abord, au moment où elle arrive en Russie, son beau-père, Alexandre III, meurt. Donc, juste avant le mariage, il y a les obsèques. Il se marie pas en noir. Bon, certes, elle devient du même coup impératrice. Nicolas II n'est plus l'héritier du trône. Il devient empereur. Et puis, alors, mauvais présage aussi, quelques mois plus tard, il y a le couronnement. Et là, il y a un drame qui se produit à Moscou, lors du sacre de Nicolas et Alexandra. 1300 personnes sont tuées. Oui, c'est vrai, c'est de mauvais augure, mais dès le début, elle veut surmonter la fatalité. Vous comprenez? Et elle participe pleinement comme une sorte de grande égérie politique du XXe siècle. Déjà, dans toutes les affaires de la Russie. Elle ne s'écrase pas comme souvent les tsarines ou les impératrices du XXe siècle. Le personnage a multiples facettes, et les historiens qui le représentent seulement comme Marie-Antoinette, ou même pire, comme une idiote, se trompent lourdement, parce qu'elle pousse déjà dès les premières... Quand j'en ai parlé, Vladimir Fedorovski, c'est parce que il y a des analogies dans leur destin. C'est pas du tout qu'elles se ressemblaient l'une et l'autre, Marie-Antoinette et... Moi, je fais l'analogie plus moderne. Je vous dis, je la compare volontiers avec Raïssa Gorbatchev. Ah oui. Alors, il y a quand même, je l'ai dit, vous l'écrivez d'ailleurs, les drames du début, ces morts à Moscou. Alors, les Russes voient ça d'un mauvais présage. Elle commence à ne pas être bien vue. On se dit, mais c'est sa faute, parce qu'ils sont très superstitieux quand il y a 1300 morts dans une bousculade qui se produit le jour du couronnement. Et puis, elle est mal vue dans sa belle famille, sa belle-mère qui est très possessive, Maria Fedorovna, la mère de Nicolas II, ne l'apprécie pas beaucoup. Et encore une fois, elle n'est pas seule. Oui. Et alors, on va même jusqu'à lui reprocher le fait, parce que qu'est-ce qu'on attend d'elle? C'est évidemment des enfants, pour qu'il y ait un tsar, après Nicolas II. Les 4 premiers enfants sont des filles, pas d'héritiers, jusqu'à l'arrivée d'Alexis, qui est le dernier. Il y a eu que des filles jusque-là, et même sa belle-mère disait, mais enfin quand même, on attend des garçons. Bien sûr, il y a ce problème des filles qui vient tout d'abord, mais aussi il y a un problème de l'héritage, très lourd qu'elle porte, parce qu'il y a une sorte de grain, une sorte de pépin dans la famille. Dans sa famille, les enfants sont souvent hémophiles. Et l'héritier de trône qui arrive, c'est un Alexis, enfant. Alexis, le 5e enfant. Le garçon. Il est hémophile. Voilà. Ouais. Hémophile. Le drame, évidemment, ça bousille cette tsarine. Mais elle continue quand même à participer dans la vie publique. Contre les habitudes, vous savez, un peu figées et misogynes. Dieu sait, c'était misogyne, la Russie d'autrefois. Dieu sait, souvent, le monde politique est misogyne aujourd'hui. Et elle s'impose. Et là, encore une chose. Vous comprenez? Elle pousse à l'époque à la première ligne, toutes en restant attachées à cette tradition russe, à l'idée de l'autocratie, quand même, les gens absolument inattendus. Peu de gens savent
qu'elle a poussé à la première ligne les premiers ministres. On le verra ça, oui. Fedorovski, mais je voudrais qu'on revienne sur cette hémophilie. D'abord, oui. Vous le rappelez, c'est une maladie qui ne se transmet que par les femmes, mais qui ne touche que les hommes, et immédiatement, c'est quand même un bouleversement dans sa vie. Elle culpabilise au maximum, elle se considère comme responsable de cette maladie très grave dont est atteint son fils, et d'ailleurs qui vient de son pays. Je crois même que ça s'appelait à l'époque le mal de Hesse. Hein. Absolument, c'est la maladie qui était héréditaire par rapport à sa famille. Complexe de la culpabilisation reste présente en elle, mais c'est une femme foncièrement sincère. Il faut voir en elle non seulement cette facette hantise par rapport à ce qui est arrivé à son fils, mais aussi le désir de sauvegarder sa famille. Elle comprend bien que le monde politique est impitoyable et le cours de tsar c'est encore plus impitoyable. Elle essaie de sauvegarder son foyer et évidemment elle est un peu, comment vous dire, je dirais frustrée dans la réalité parce que sa belle famille ne l'accepte pas du tout et la Russie ne le comprenne pas. Et elle se replie un peu sur elle-même, elle devient neurasthénique, se dit il y a de quoi avec la maladie de son fils, cet isolement dans lequel elle se trouve, jusqu'à l'arrivée à Saint-Pétersbourg d'un moine inconnu et qui prétend pouvoir guérir son fils. Qui es-tu donc? Grigori Rasputin, je viens de Pokrovskoye en Sibérie. Votre Majesté, c'est le père Grigori, il arrive de Sibérie. Il vient bénir Alexis. Petite mère. N'ayez pas peur. Le Christ est avec vous. Ne pleurez plus. La souffrance passe. Tout passe. Pourquoi votre cœur est-il si lourd? Avez-vous la foi? Il n'y a pas de raison de souffrir. Le Seigneur bénit sa bonne et fidèle servante Alexandra Fedorovna. Et vous êtes bien sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la dernière impératrice de Russie, Alexandra Fedorovna, qui donc accueille à la cour impériale Vladimir Fedorovski, qui accueille Raspoutine. Alors avant de parler de Raspoutine, je voudrais qu'on évoque quand même une chose que j'ignorais totalement, je l'ai appris en vous lisant, le fait qu'elle était quand même, elle avait un certain mysticisme, cette femme, elle croyait un petit peu en des charlatans, etc. Et il y avait déjà dans son entourage quelqu'un qui ressemblait un peu à Raspoutine, qui était d'ailleurs français, qui s'appelait Philippe, c'est ça? Absolument, il y a un autre guérisseur qui a précédé Raspoutine, qui est venu dans la cour impériale, qui a soigné un tout petit peu Tsarevitch. Elle a cherché Raspoutine, et c'est vrai que les personnages de type Raspoutine ont existé à travers toute l'histoire de la Russie. J'évoque ça à partir d'Ivan le Terrible dans le roman de la Russie insolite, mais vous savez qu'ils existent aujourd'hui, puisqu'il y a tout un département des services secrets qui s'occupent toujours de ces gens-là et qui répertorient. C'est pour ça que la Russie insolite est transversale. Mais pour revenir à Raspoutine, je dois vous dire avec beaucoup de gravité que je suis tout à fait persuadé que non seulement l'image de la tsarine, la dernière tsarine, a été souvent une désinformation historique, mais aussi l'image de Raspoutine, une grande désinformation historique. Revenons aux choses politiques. Politiquement, tous les deux, si on me permettait, ils ont été tout à fait positifs pour l'histoire de la Russie. Ils ont poussé à la première ligne des plus grands réformateurs de la Russie, notamment un premier ministre Stolypine, unanimement considéré aujourd'hui comme le personnage le plus intéressant du XXe siècle, en Russie du moins. Et puis, sur le plan, je dirais, tout à fait humain, Raspoutine n'a tué personne. Moi, j'ai feuilleté l'autre jour son journal. Il a soigné plein de gens, non seulement Tsarevitch, il savait. Oui, parce qu'il faut rappeler une chose, d'ailleurs Fedorovski, tout le monde ne le sait pas nécessairement, si la tsarine accueille ce moine qui ressemble vraiment à un clochard quand il arrive, qui est très fascinant comme personnage, c'est parce que son arrivée à la cour correspond